Retour sur le plateau Equinox Soir, deuxième partie, c'est le temps du débrief, madame, monsieur, toujours en compagnie du docteur Louison Essomba, Edmond Kouyaté, Vincent de Paul Yédé, conseiller municipal dans le 3e arrondissement de Douala, Maître Augustin Gueffak. Voilà, Maître Augustin Gueffak, je vous ai vu sourire pendant cet élément sur le chantier d'Olembe. À un moment, des gens parlaient de malédiction. Est-ce qu'il y a une malédiction sur Olembe? Qu'est-ce qui se passe là-bas, Olembe? C'est Jalin. Vous ne pouvez pas me dire que l'agrégé ministre des Sports manque de finesse ou bien qu'il n'est pas raffiné. Vous avez présenté une chambre là, ça ressemblait à la chambre des gardiens de ce stade. C'est un hôtel 5 étoiles. Hein? Je n'ai pas vu une plaque hôtel, donc les travaux ne sont pas achevés, Maître Nguefa. Je suppose que c'est la chambre de passage des gardiens, parce que vous voyez le matelas qui n'est pas à la taille de ce bois qu'on a essayé d'habiller. Puis c'est vraiment une chambre d'hôtel pour le Cameroun. Il n'y a rien à l'intérieur qui prouve que c'est une image camerounaise, parce que je n'ai pas vu la marque du bois du Cameroun. Donc je doute. Je doute, c'est Jalin. Le Mali? Ouais. Bon, ouais, je vous ai dit que ce soir, je vais m'efforcer de défendre l'État. Donc, ce n'est pas au Cameroun. C'est pas au Cameroun. Ok. Vincent de Paul-Yédé, vos réactions? C'est un peu plus technique avec Edmond Kouyaté tout à l'heure. Non, mais je crois que... Qu'est-ce qui se passe avec Olembe? Je vous pose la même question. Non, c'est les contradictions de notre pays. Nous l'avons dit tantôt... c'est pas avec la gestion de la Covid que les fonds de la Covid que les comportements vont changer. Donc maintenant au niveau de ce stade-là, il y a un problème de communication. Vraiment, je crois que les gens doivent se mettre à jour en matière de communication. Il ne faudrait pas qu'ils soient toujours à la traîne. Il me souvient que ces derniers temps, il y a des journaux qui ont titré que les travaux se sont arrêtés à Olembe. Oui. Et c'est à la suite de cela que le ministre fait une sortie. Comme s'il avait été surpris par cette information, il va donc... Il ne dit pas que c'est arrêté, lui dit qu'ils sont au ralentissement. Bon, vous savez, c'est un professeur agrégé. Oui. Donc, le mot a un sens. Il peut vouloir dire une chose, mais il l'a dit avec ses propres mots. Donc, dans le cas d'espèce, on se rend bien compte qu'il y a un problème. Mais, et surtout, c'est un problème de communication. Ça s'est passé pour le crédit de 55 milliards. Est-ce que cet argent a été débloqué? On s'est empressé à faire des commentaires là-dessus et c'est une semaine après que le gouvernement vient réagir. Et maintenant, on se rend compte qu'il n'y a pas d'argent. Pourtant, tout le monde a crié à un endettement. Où est donc cet argent? On se rend compte aujourd'hui, avec l'arrêt des travaux, que cet argent n'est pas encore là. Donc, il y a essentiellement un problème de communication ici. De mon point de vue, en tout cas. Oui, docteur Louison Essomba, je vous pose la même question. Y a-t-il une malédiction au Olembe? Pourquoi ce chantier fait tant parler? Qu'est-ce qui se passe? Vous savez, ce chantier porte le nom du président Paul Biya. Justement. Pourquoi on fait ça au président de la République? Je ne comprends pas. Il y a un jet de pierre. C'est-à-dire que le palais a un jet de pierre. C'est-à-dire que si le président se fâche un matin, qu'il veut faire un peu de sport, il va y arriver. Et il constatera à suffire que ce stade qui doit accueillir le premier match de la Coupe d'Afrique des Nations et qui porte son nom de surcroît est à la traîne. On ne comprend pas pourquoi. Les financements qui ont été déployés pour la construction de ce stade, on se rappelle que le ministre des Sports et de l'Éducation physique avait dû résilier le contrat de la société prestataire. On a pris un autre prestataire et nous sommes surpris que jusqu'à ce jour, ce stade n'a pas avancé d'un iota. Au niveau, les travaux s'étaient arrêtés, tout est resté au statu quo. Donc, vous parlez de malédiction, je ne veux pas rentrer dans la malédiction. Mais je dirais peut-être que c'est un mauvais sort. Il y a un journal qui a titré. Peut-être que c'est un mauvais sort qui soit jeté à ce stade, parce que je n'arrive pas à comprendre. S'il y avait une priorité accordée aux infrastructures sportives, ce serait justement celle-là, parce qu'elle porte le nom du président de la République. Alors, avec toute cette auréole
présidentielle, on est surpris que les travaux sont à la traîne et c'est le stade qui va accueillir, comme je le dis, la CAN en janvier, si nous sommes plus loin. Et vous avez suivi l'autre jour, de manière sibylline, ce n'est plus Ahmad Ahmad qui est président de la CAF, hein, c'est un Sud-Africain. Et le Sud-Africain, le président de la CAF, a fait une sortie sibylline pour dire qu'il est toujours constant de remarquer que le Cameroun n'est pas prêt. Il a fait cette sortie, pour ceux qui l'ont suivi d'entre les lignes, il veut par là indiquer que nous ne sommes pas prêts. Et que d'ici peu, justement, à un moment donné, on peut substituer le Cameroun à l'organisation de cette CAN pour la peut-être passer à l'Afrique du Sud elle-même. Donc, il faut qu'on fasse très attention. C'est un stade qui est très attendu. Il est le joueur architectural le plus digne de tous les stades que nous avons. C'est la raison pour laquelle il est choisi, ce stade, pour accueillir le premier match de la Coupe d'Afrique des Nations. Alors, si jusqu'à ce jour, les travaux continuent de traîner, et nous avons vu la sortie du ministre qui apporte des explications un peu comme un beau diable. Il explique, mais on se rend toujours compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Les financements sont attendus et jusqu'ici, le stade reste au statu quo. Edmond Kouyaté, on a parlé de 55 milliards pour achever la construction du complexe Olembe. Mais aujourd'hui, le ministre fait une descente. Les travaux ne vont pas au rythme souhaité. Une façon de dire que l'argent n'est pas là. Les 55 milliards n'ont pas été jusque-là débloqués. Non, il est clair que les 55 milliards ne sont pas débloqués, Serge Alain. C'est évident, le ministre l'a avoué. Il a dit que l'actuel prestataire qui est McGill n'a pas encore reçu de l'argent. Donc c'est évident que les travaux vont piétiner. Vous savez, la réussite d'un projet de cette envergure repose sur un triptyque. Coût, qualité, délai. Il est clair que dans le coût, il y a eu un rallongement de coût déjà, et de beaucoup. Parce que voyez-vous, lorsqu'on a procédé à la rupture du contrat du premier prestataire Grupo Pitini, ça ne s'est pas fait dans les règles de l'art. C'est pour ça que vous allez voir qu'il y a beaucoup de problèmes. Nous l'avons dénoncé à son époque, parce que pour rompre un contrat de cette envergure, il y a une évaluation qui est faite. Il y a une expertise qui est faite, c'est-à-dire on doit constater le taux des travaux réalisés en rapport avec le tirage, avec la consommation du budget qui est déjà effectué, et également en rapport avec le chronogramme, parce qu'un projet de cette envergure est soumis à un chronogramme. Lorsque vous dépassez déjà les délais, il est évident que ça va influer sur les coûts, parce que forcément, vous allez payer du personnel supplémentaire. Donc, si vous avez prévu, par exemple, un chantier pour 12 mois et que ça s'étend sur 15 mois, ça veut dire qu'il y a 3 mois de salaire supplémentaire qu'il faut verser. Si vous avez du matériel en location, ça veut dire que c'est du matériel en location supplémentaire. Et donc, il me semble que la rupture a été assez brusque, violente, sans faire une évaluation. C'est pourquoi McGill a beaucoup de problèmes aujourd'hui. Parce que, évidemment, on ne sait pas jusqu'aujourd'hui, est-ce que à l'arrêt des travaux du groupe Pitini, est-ce que le taux de travaux réalisés était concordant avec le budget déjà consommé? C'est ça le problème. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a trop de problèmes. McGill a de la peine. De temps en temps, l'État se débrouille à verser un peu d'argent, mais ça se dilue, n'est-ce pas? On ne peut pas aujourd'hui véritablement s'en prendre à McGill parce qu'il va vous dire « je n'ai pas d'argent ». Et aujourd'hui, il a un défi, c'est de réaliser les travaux et de réaliser les travaux à tous les prix. C'est ça le problème. Donc, on aurait dû faire les choses dans les règles de l'art dès le départ. Vous avez évoqué... ça coince donc? Mais ça coince tout simplement parce que nous avons refusé de faire les choses comme ça se doit dans notre pays. C'est pour ça que ça coince. Lorsqu'on a échoué, n'est-ce pas, dans un projet de cette taille-là, il est difficile de se rattraper. Parce que ce qu'on fait là avec McGill, on essaye de recoller les morceaux. Mais ça va être très difficile. Nous l'avions dit en son temps, que ça va être très difficile tel que les choses ont été faites. Et vous savez que Grupo Pitini continue de réclamer 27 milliards de francs. Alors, pourquoi une évaluation n'a pas été faite dès le départ pour savoir qu'est-ce qui a été réalisé comme travaux, qu'est-ce qui a été tiré? Parce que vous savez que ce projet-là avait reçu l'appui financier d'une banque italienne, Intensa. Yes. Il me semble que cette banque même a été en difficulté à un moment donné. Alors,
qu'est-ce qui a été tiré? Vous savez, quand le chef de l'État a habilité le ministre de l'économie à contracter 55 milliards, les Camerounais ont dit que non, le projet va coûter 200, c'est-à-dire 165 milliards initial. 213 milliards. Ils ont raison. C'est pour ça que je parlais de la reddition des comptes. À partir du moment où vous ne leur avez pas dit combien vous avez consommé sur le budget de départ, c'est-à-dire les 165 milliards, combien est-ce que l'Italie, Gruppo Piccini, a consommé, vous ne leur avez pas dit. Donc eux, ils supposent que le premier budget a été entièrement consommé et que vous avez besoin de 55 milliards supplémentaires. C'est ça aussi la reddition des comptes. Quand vous gérez tout dans l'opacité, dans le noir, dans l'obscurité. Donc il y a un problème véritable de communication. Il y a un problème de communication, il y a un problème de gestion. Ça tombe avec ce que nous avons dit tout à l'heure. En première partie. C'est-à-dire la reddition des comptes. Il faut apprendre à rendre compte quand on gère la chose publique. Vous allez vous rendre compte, ce n'est pas le seul projet lié à la CAN. Si vous allez à Garoua, tous les travaux sont arrêtés. Justement, le monsieur qui essayait de nous justifier qu'un sac de ciment coûte 16 000 et que... non, là c'était un Mbappé-Lépé. Un camion. Oui. Et c'est le même monsieur qui avait les travaux de Garoua. Je connais très bien ça. Nous parlons là de Prime Potomac. Oui, c'est lui qui avait également les travaux de stade de Garoua et l'hôtel de la Baignoire. Les travaux sont arrêtés. Rien n'est fait. Et puis aujourd'hui, personne ne lui pose la question. C'est ça le problème. Pourtant, ce monsieur a quand même reçu près de 3 milliards de nos francs. Parce qu'il avait reçu au total comme package des projets pour 26 milliards de francs. Et il avait déjà reçu près de 6 milliards de francs. Et les travaux n'ont pas avancé. Donc il y a tous ces problèmes-là qui font que justement, je suis d'accord avec Luison et Somba pour dire que lorsque le nouveau président, qui n'est pas très ami avec nous, il faut le dire, parce que l'ancien président de la CAF, Ahmad, il essayait un peu de jouer, n'est-ce pas, des affinités, on tirait un peu sur la corde affinitaire, ce qui fait qu'il y a eu un glissement en 2018, il y a eu un autre glissement, la Covid aidant, il y a eu un autre glissement jusqu'en 2022. Et vous savez que ce stade d'Olembe, conformément, n'est-ce pas, au texte de la CAF, doivent être disponibles 6 mois avant le démarrage. Alors, il nous reste combien de temps? C'est-à-dire que si la coupe doit démarrer en janvier. Oui, il nous reste 2 mois pour livrer. Et il nous reste 2 mois pour livrer le stade. Est-ce que techniquement, nous serons à la hauteur, n'est-ce pas? Même si aujourd'hui, on mettait les 55 milliards à la disposition de McGill, est-ce que dans 2 mois, ils seront capables de livrer les travaux? Quand vous voyez le ministre qui se débat pour nous présenter une photo d'une chambre, je suis d'accord avec Maître Ngefak pour dire que c'est pas très loin, n'est-ce pas, d'une chambre de passe dans un quartier malfamé, et il affiche ça au monde entier. Je crois que c'est quand même un peu, je veux pas utiliser des gros mots, mais quand même, on devrait un peu respecter cette nation. Vous avez évoqué une notion là, celle d'imprécation, de malédiction, mais on a l'impression qu'il y a comme une malédiction qui pèse sur le Cameroun. Non, ce n'est ni une malédiction ni une imprécation, c'est de l'incompétence et de l'incurie. Les gens qui gèrent la chose publique au Cameroun ont pris des habitudes, ils ont cru c'est-à-dire ils ont confondu la chose publique à la chose privée, et même qu'avec la chose privée, il y a quand même un peu de hauteur à observer quand on gère ses propres choses. Et donc c'est cette hauteur-là qu'ils refusent d'observer aujourd'hui qui fait qu'on a l'impression que c'est une malédiction. Monsieur l'ancien ministre des Sports ne devait pas se permettre de rompre un contrat avec Piccini sans, n'est-ce pas, se soumettre aux exigences réglementaires, n'est-ce pas, en la matière. Voilà, on va faire, le temps nous prend par la gorge, là on va faire un dernier tour. Le président Ouattara a décidé hier de supporter les frais de retour de Laurent Koudou-Gbagbo et Charles Blé Goudé. Charles Blé Goudé et Laurent Koudou-Gbagbo qui peuvent rentrer en Côte d'Ivoire. Un mot, cher monsieur, sur cette décision du président Ouattara? Ça, je vais terminer avec vous. Ah, d'accord. Vous allez sortir une citation de Gorbatchev. Je termine avec vous. Oui. Maître Augustin Ngefak d'abord. En ce qui concerne la libération définitive du président Laurent Gbagbo et de son ministre de la Jeunesse, Charles Blé Goudé, je tiens à adresser mes vives félicitations à ma consoeur aînée, Maître Kadji. Qui a œuvré qui nous regarde en ce moment. Oui, qui a œuvré pendant longtemps pour libérer Charles Blé Goudé. Ça, chapeau, grande sœur.
En ce qui concerne le retour à la paix en Côte d'Ivoire, je crois que ces deux hommes politiques sont entrés dans l'histoire. Ils n'auront pas une autre tribune mieux que celle de la CPI pour grandir leurs images. Actuellement, il faut que ces deux-là mettent leur histoire, leur personnalité en œuvre pour amener la paix, la concorde et l'amour en Côte d'Ivoire. Je crois que c'est ce que je peux leur souhaiter. Je crois qu'ils sont sur la bonne voie. Bon, tous les va-t-en-guerre qui étaient là en Côte d'Ivoire, je crois qu'il y a une bonne partie que la nature a ramené là où ils doivent être. Les deux qui reviennent, je crois que c'est des vrais très grands poids lourds. Ils sauront ce qu'il faut faire. Je peux terminer en disant que, comme leur Premier ministre, on ne peut pas vous payer un billet d'avion first class. Vous restituez tous vos droits. Vous demandez de revenir dans votre pays pour vous conduire à la maison. Je crois que la notion de 20 ans par contumace, c'est une question interne, dans l'intérêt de la paix. M. Ouattara, malgré tout ce qu'il peut avoir comme gros bras, devra taire, parce que les deux là, retourner sur le sol ivoirien tel qu'on connaît, si on leur montre la route de Maca, je crois que cette fois, il partira lui-même du pays pour ne plus jamais y retourner. Alors, vous voulez parler de l'histoire de casse de la BCEAO à Abidjan, oui, qui avait conduit à une condamnation de 20 ans. On ne peut pas condamner un chef d'État pour complicité de destruction d'une banque à 20 ans. Complicité, ça veut dire qu'il n'était même pas là. Donc, c'est dubitatif. Ok. Voilà. Vincent de Paul Yédé, Laurent Koudou-Gbagbo et Charles Blé Goudé qui peuvent rentrer en Côte d'Ivoire. Le président Ouattara a dit que l'État ivoirien se charge de tout. Un bon signe pour la réconciliation en Côte d'Ivoire? Absolument. Et je voudrais le féliciter pour cette décision. Le président Ouattara? Oui, bien sûr. On le félicite pour cette décision qui va contribuer à décrisper l'atmosphère. Mais on peut également se poser la question de savoir est-ce qu'il pouvait en être autrement. Mais je préfère insister sur la leçon que nous a donnée Blé Goudé. Une leçon de fidélité et de loyauté que les jeunes Africains qui s'engagent en politique doivent désormais copier. Il est resté fidèle à son mentor jusqu'à la dernière minute, au point de risquer une condamnation à vie. Il n'a jamais changé de posture. Il n'a jamais changé de posture. Il n'a jamais essayé de se départir de cette situation-là. Donc vraiment, je félicite notre frère, notre jeune frère pour tout ce qu'il a fait. Et nous souhaitons que leur retour en Côte d'Ivoire, qui est tant attendu, contribue effectivement à ramener la paix en Côte d'Ivoire. Et je sais que tous les Africains seront fiers de les voir revenir dans leur pays si cher. Donc c'est une très bonne chose que le président de la République ait accepté de les ramener en Côte d'Ivoire. Maintenant qu'ils prennent le temps de rentrer et de se reposer, maintenant qu'il est à la tête d'une association, je crois que c'est le COGEP. Bon, il va maintenant se consacrer aux activités de cette association, surtout que sur le plan politique, il continue à attendre le feu vert de Laurent Gbagbo. Donc, je pense qu'il est également temps, une fois rentré, que Laurent Gbagbo se prononce, qu'il décide de tirer sa révérence une bonne fois pour toutes et qu'il permette à ce jeune Africain de se déployer désormais librement, sans plus avoir son regard au-dessus de sa tête. C'est retiré, qu'est-ce que vous entendez par là, Vincent de Paul? Mais il est sur la scène politique ivoirienne. Maintenant, qu'il arrête avec... La politique, pourquoi pas? C'est un historien. Et comme Maître l'a dit, il est déjà suffisamment entré dans l'histoire. Oui. Il peut se consacrer à des mémoires. Il peut faire des consultations. Il peut faire des conférences. Il y a plein de choses qu'il peut faire désormais. Il n'a pas besoin de courir après le pouvoir.
Voilà, j'interroge maintenant l'analyste politique que vous êtes, Edmond Kouyaté. Laurent Koudou, dans une sortie, Charles Blé Goudé demandait aussi au président Ouattara de mettre ses papiers aussi, parce que on ne peut pas parler de remettre des documents officiels à Laurent Koudou Gbagbo sans penser à Charles Blé Goudé. On espère que tout naturellement, si le président Ouattara s'est exprimé pour le retour des deux, veut dire que les papiers, ça va de soi, ça va suivre, les papiers de Charles Blé Goudé. Évidemment, on ne peut pas aujourd'hui dissocier le cas Blé Goudé de celui, n'est-ce pas, du président Gbagbo. Ce serait très difficile. Ils sont comme désormais un peu comme liés par un destin commun. Et donc, je vais dire, vous ne pouvez pas séparer les deux hommes. Je suis un peu embêté parce que, vous savez, monsieur Ouattara nous a appris à dire une chose à 8 heures et dit son contraire à 10 heures. Donc je suis un peu très embêté par rapport à cela. Par rapport à l'autre mandat, c'est ça? Il n'y a pas que ça. Pour nous qui nous intéressons un peu de très près à la vie politique ivoirienne, nous savons qu'il n'a jamais dit une chose et qu'il est vraiment tenu parole. Je suis un peu très embêté par rapport à cela. Je voudrais me réjouir, n'est-ce pas, qu'il ait enfin retrouvé raison et de comprendre, parce que nous savons très bien que lorsqu'il a été acquitté en première instance à la CPI, il a manœuvré, il a fait feu de tout bois pour que, n'est-ce pas, le procureur fasse appel et qu'il soit condamné en appel, que les deux hommes soient condamnés en appel. Nous savons toutes les manœuvres qu'il a dû orchestrer, n'est-ce pas, en background pour que cela se fasse. Ça n'a pas été, ils ont été libérés. Il faut comprendre, ce qui est évident, c'est que la présence du président Gbagbo sur le sol ivoirien va redistribuer un peu les cartes politiques et ça va chambouler un peu la donne politique, n'est-ce pas, en Côte d'Ivoire. Désormais, les vagues ne vont plus être tranquilles. C'est de ça dont il est question. Le Paul Yédé, lui, pense qu'il est temps pour le président Gbagbo de se retirer. Vous savez, le président Gbagbo en Côte d'Ivoire, même s'il décidait de rester reclus dans sa chambre, il va mobiliser les gens. Ça va faire jazzer un peu, ça va faire jaspiner ça et là. Et donc, c'est justement ce que redoute le plus M. Ouattara. La présence de M. Gbagbo, vous savez, c'est un homme très populaire. Il suffit qu'il se lève pour aller à la boulangerie faire des achats, que ça va créer un attroupement. Et ça, c'est pas très bien vu par quelqu'un comme M. Ouattara qui voudrait quand même, qui a horreur, n'est-ce pas, des masses, qui a horreur de tout cela. Et donc, forcément, il devrait vivre avec ça, il devrait conjuguer désormais avec ça. La vie politique ivoirienne, désormais, se fera avec la présence du président Gbagbo sur le sol ivoirien et du président Charles Blé Goudé. Et vous savez que ces deux personnalités qui ont la réputation d'une grosse capacité de mobilisation, s'ils décident de mettre tous les Ivoiriens dans la rue, ils vont le faire. Et donc, je pense que M. Ouattara va surfer un peu là-dessus. Vous savez qu'ils sont condamnés pour une affaire de casse de la BCEAO. Je crois que ça va servir un peu de monnaie de chantage. Il peut pas les entraîner, et ça, je rassure. On n'en parle pas beaucoup, on ne va pas... Oui. Le président Ouattara ne s'est pas exprimé dessus. Il ne s'est pas exprimé dessus. Pourquoi? Chaque fois qu'on lui a posé la question, je me souviens lors d'une interview avec une chaîne consoeur, une chaîne internationale consoeur à vous, on lui a posé la question avec insistance, est-ce que vous allez prendre un acte d'amnistie ou de grâce pour éviter que le président Gbagbo n'aille en prison avec le président Blé Goudé? Est-ce que vous allez... Il a dit, je ne veux pas en parler. Donc, chaque fois, il a botté en touche. Peut-être qu'il évite que l'exécutif s'interfère dans le judiciaire. Oh non, en ce moment, l'exécutif a vidé le dossier. L'exécutif a vidé complètement le dossier. Et donc, le seul acte qui puisse être posé, constitutionnellement, il a le droit de prendre un acte d'amnistie ou de grâce pour permettre que le président Gbagbo, n'est-ce pas, retrouve complètement sa liberté maintenant qu'il a été blanchi du côté de la CPI. Mais je crois qu'il va utiliser un peu ça comme monnaie de chantage, c'est-à-dire obliger le président Gbagbo à se taire, à s'éloigner de la vie politique, lui brandir cela comme un chiffon rouge à chaque fois. Si tu oses trop en politique, écoute, je te rappelle que les portes de la MACA sont
ouverts, dont il faut que tu restes tranquille. Il ne prendra pas d'acte d'amnistie, il ne le fera pas. Il va lui dire reste chez toi, reste tranquille, occupe-toi de ta vie, ne t'occupe pas de la politique, parce que si tu le fais, écoute, à tout moment, je peux demander au procureur de faire son travail et de venir te chercher. Je crois que c'est comme ça que ça va se jouer. Docteur Louison Issomba, sur ces nouvelles pages de l'histoire de la Côte d'Ivoire qui vont sûrement s'ouvrir avec le retour du président Gbagbo et Charles Blé Goudé. Peut-être que je vais emprunter une autre grille de lecture pour indiquer que, généralement, on le dit, si on tient les bœufs par les cornes, on tient les hommes par la parole. Je crois que la parole de Ouattara est suffisamment claire, que le retour de Blé Goudé et de Gbagbo est un retour souhaité et qu'il reconnaît le statut d'ancien président à Laurent Gbagbo. Ça veut donc dire que s'il reconnaît le statut d'ancien président, il bénéficie donc des immunités, des garanties. Bon, maintenant, pour que ces garanties soient totalement confirmées, et là je peux rejoindre l'analyse d'Edmond pour indiquer qu'il peut prendre un décret à lui accordant la grâce ou une loi d'amnistie. C'est-à-dire que surtout l'amnistie qui va totalement effacer la condamnation des 20 ans dont il fait l'objet au niveau interne. Mais maintenant, moi je pense que le président Ouattara a tout intérêt d'instaurer la paix en Côte d'Ivoire. Parce que si vous convenez bien, les véritables acteurs des crimes de 4000 Ivoiriens, on ne peut pas, on ne peut pas l'éloigner de cette fait-là. C'est-à-dire que quand on cite Ouattara, Guillaume Soro, et ainsi de suite, mais Ouattara peut en répondre. Donc, il est conscient de ce qu'il faut restaurer la paix en Côte d'Ivoire. Et je vous assure, je ne lis pas dans une boule de cristal, ou bien encore, je ne suis pas prophétique, mais je vous dis ceci, Laurent Gbagbo a 75 ans. En 2025, il en aura 80. Je pense que ce monsieur a encore un mandat en Côte d'Ivoire. Donc, il va laisser la Côte d'Ivoire comme président de la République à 85 ans. Et je parie que, après Laurent Gbagbo, les Ivoiriens vont couronner Blé Goudé en lui donnant encore, en lui conférant les suffrages pour un poste de président de la République. Donc, l'analyse que nous faisons là, je crois que si d'ici 5 ans, Dieu nous en préserve, vous verrez que ces éléments, ces grilles de lecture ne seront pas très éloignés de la réalité en Côte d'Ivoire. Et je voudrais finir pour dire cette belle citation de Loisel qui disait que qui a mangé loi du roi, oui, loi du roi, 100 ans plus tard, arrangera le plus. Ça veut dire que qui a mangé l'argent du Covid, arrangera le plus. On va engager ça. Donc l'argent du Covid qui est l'agent de loi du... Oui, Reprenez pour nous là. Alors, c'est l'hôtel Loisel qui dit ceci. Oui. Qui a mangé loi du roi, même 100 ans plus tard, arrangera les plumes. Ça veut donc dire que qui a mangé l'argent du Covid, même 10 ans plus tard, arrangera les plumes. Merci. C'est sur cette note qu'on termine cette édition, madame, monsieur. Merci à vous, docteur Louison Issomba. Merci, Maître Nguefa. Merci Edmond Kouyaté. Merci, monsieur le conseiller. C'est moi. Voilà Vincent de Paul Guédé. Madame, monsieur, nous sommes arrivés au terme de cette édition Equinox Soir. Rendez-vous demain pour la dernière de la semaine. Bonsoir, Lembe Yezoum.